bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous dans votre espace matinal de tous les jours. C'est Bonjour d'Algérie, quel plaisir de vous retrouver ce matin, comme à chaque fois d'ailleurs, pour partager avec vous ce début de journée. Nous sommes le mardi 17 décembre, petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien et nous sommes très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. Bienvenue encore et bon réveil à tous. Allez, dans quelques instants, nous allons retrouver Aïda Meshri dans la rubrique psychologie consacrée ce matin aux différents programmes que nous pouvons prévoir au profit de nos enfants pendant les vacances d'hiver. Nessiba Djaïdir dans l'espace mosaïque, eh bien, elle reviendra ce matin sur l'exposition des œuvres de Omar Khater et de Amina Aïtzian. Ça se passe au Cercle France Fanon, Centre des Arts de Riyad El Fath. Nafa Mezari, quant à lui, est dans la rubrique high-tech, bien évidemment. Il a choisi pour nous un thème assez spécial, les fake news. Nous allons voir avec lui de quoi il s'agit. Et nous avons donc prévu également de nous pencher sur la question de l'épuisement des ressources naturelles tout à l'heure avec Nour Mqaddam dans la rubrique environnement. Fera-t-il beau ou au contraire il va pleuvoir? Mina Abed vous dit tout sur les nouvelles du ciel d'aujourd'hui. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Il fait chaud aujourd'hui? Non. Non? Non, du tout. Je suis sortie de la maison, j'avais l'impression qu'il faisait chaud. Ou j'étais trop couverte, je sais pas. Vous étiez peut-être trop couverte, mais non. Ah, la salle de maquillage, tout le monde se plaint de la chaleur d'aujourd'hui. Non, il fait bizarrement. pas du tout chaud. Non. Ici, oui, à la télé, il fait chaud, il y a du chauffage, mais sinon dehors, non. Il fait pas chaud, je peux vous le garantir. Eh ben, c'est une impression alors. C'est une impression, voilà, exactement. Allons-y avec les nouvelles du ciel. Merci beaucoup, bonjour à tous, très bon réveil. Eh bien, et oui, c'est le retour des pluies à partir d'aujourd'hui, avec un ciel toujours nuageux, couvert, parfois, notamment sur la partie ouest, avec des pluies assez marquées sur l'ouest. Un petit peu de pluie en cette début de matinée. Ces pluies vont s'accentuer progressivement à partir de cet après-midi sur la partie centre et elles vont évoluer vers l'est du pays. Sur les régions sahariennes, on notera un ciel plutôt nuageux avec quelques pluies, notamment sur la Saoura, le Nord Sahara, un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite baisse du mercure par rapport à hier, avec sur la moitié nord 18 degrés à Alger, 19 degrés du côté de Annaba, 14 à Sétif, 18 à Guelma, on notera 13 degrés à Lerouat, un minimum de 7 degrés du côté d'Al-Bayad, 20 degrés à Gardaya, 13 à Béchar, 20 degrés à Tindouf et enfin 29 degrés à Borj, Beti Moukhtar et à Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des pluies parfois assez marquées d'ailleurs, notamment à Paris, Londres, Bordeaux, un ciel nuageux à Marseille et puis dégagé à Berne, Rome, Athènes et Bucarest. Côté Mercure, on notera 13 degrés à Bucarest, 9 degrés seulement à Athènes ainsi qu'à Varsovie, 14 à Budapest, 19 à Rome, 9 degrés du côté de Berne, 16 à Paris et enfin 13 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Alors, quant à nous, on continue notre émission. On vient tout juste de commencer. On va continuer, comme à chaque fois, en musique, avec une belle chanson. Regardez, appréciez.
Afrique Laine Amaziria, et vous le savez sans doute, l'Algérie est en deuil aujourd'hui. Mohamed Lamari n'est plus connu pour être le doyen de la chanson algérienne. Il est décédé tôt hier matin à l'hôpital militaire de Ain Nadja, né en 1939 à Alger. Il entame sa longue carrière bien avant l'indépendance, une carrière longue de 60 ans, durant lesquels l'artiste interprétera des chansons éternelles qui resteront ancrées dans la mémoire des Algériens, notamment les deux titres Ranahna et Ah Ya Qalbi, en mon nom et en celui de tout le personnel de Canal Algérie et de tout le personnel de l'EPTV, de l'établissement public de télévision. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui l'ont connu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On va justement suivre ou écouter l'un de ses succès, donc l'une de ses chansons. Il s'agit de Ah Ya Qalbi, en duo avec Yasmina, Allah yarhamha. محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عدينا يعود، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عدينا يعود. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. وحدي بدمعة خدي ناري تقدي حرقت كبدي، الحب ضاع الأمل محال كل ما عدينا يعود. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عدينا يعود، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عدينا يعود. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. زاد الألم ومع الظلم ضاع الغرام والابتسام، ما بقى من الحب إلا الخيال محال كل ما عدينا يعود. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. يا قلبي شحال تكويت منك يا يا قلبي شحال تجرح من مرة. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et nous accueillons la première équipe du matin, première rubrique du matin. Il s'agit de Nassiba Jaïdir pour la rubrique Mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Soumeya, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Tout le plaisir est pour nous Nassiba. Et puis Aïda Mchri, psychologie. Bonjour. Toujours souriante Aïda. Souriante, vous me donnez énormément d'énergie, donc pleine de bonheur et je vous en donne. Merci. Merci beaucoup Aïda. Et nous allons commencer justement avec vous, avec un sujet assez intéressant. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler des programmes que nous pouvons prévoir au profit des enfants pendant les vacances scolaires. Tout de suite après ceci, regardez. Alors Aïda, entre activités, donc sorties et voyages, comment programmer les vacances en fonction des besoins de nos enfants? C'est la grande question à laquelle vous allez répondre aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Le choix, il est là pour la simple raison parce qu'on peut retrouver des familles qui sont là à vraiment s'inscrire dans les activités à fond. Donc il y a beaucoup de parents qui programment de la même manière dans le cursus scolaire, c'est-à-dire le même programme
programme des matières, alors ils offrent à leurs enfants et l'activité physique, et un atelier de dessin, et Apprentissage de langue pendant les vacances. Oui. Probablement aussi, ils peuvent s'élargir vers des cours supplémentaires et tout un programme chargé de la matinée jusqu'au soir. Donc, histoire de combler un peu les journées et de maintenir un tout petit peu l'équilibre. Il y en a d'autres, si on parle de ce barème, il y en a d'autres, c'est la paix, les enfants toute la journée à la maison, on fait absolument rien, voilà, on bouge pas le petit doigt. Et entre les deux, pourquoi ne pas parler justement de cette belle thématique pour qu'on puisse dire, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment s'inscrire ou pas? Est-ce qu'il faut avoir un programme ou pas? Mais il me semble que c'est une grande question dans laquelle on peut la partager, mais aussi inviter les gens à comprendre que tout ce qui est activité, c'est au détriment, il ne faut pas que ça soit au détriment des besoins de l'enfant. Il ne faut pas que ça soit aussi comme des punitions. Il ne faut pas que ça soit aussi un peu plus fort que la capacité de l'enfant. Il ne faut pas aussi que ça soit clivé. Notre enfant, il a besoin d'apprendre à écouter, à se calmer, tout ça. On lui offre une activité là où il court tout le temps, donc il remet en marche, il remet toute l'énergie de son corps. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut que ça soit adapté à ses besoins également. Absolument. C'est une petite phrase comme ça, mais elle est tellement riche. Et je ne sais pas par quel bout on va commencer justement pour parler de ça. Il me semble, si je mets une petite introduction, je vais juste présenter que le caractère, la personnalité de l'enfant varie d'un enfant à l'autre. Donc, c'est des traits de caractère. Aujourd'hui, on peut avoir un enfant timide, un enfant qui a la position, il fait vraiment ce qu'il veut, il a la décision, il a la capacité comme ça de décider. On retrouve même des enfants machos aujourd'hui, des garçons qui décident, oui, la volonté. On a des enfants aussi qui sont très physiques, ils sont très présents physiquement. D'autres enfants, probablement, qui n'ont pas très confiance en eux. Donc, ils peuvent obéir, mais on ne les voit pas évoluer dans le temps. Et un tout petit peu, aujourd'hui, si on veut revenir, étant donné qu'on est au seuil des vacances scolaires, qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir inscrire nos enfants dans les activités qu'on peut retrouver dans les petits coins, comme ça, les maisons de jeunes, les quartiers, les associations. Sur Internet, aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous renseigner tout simplement sur Google. Vous allez trouver un large choix de programmes qui est proposé donc par différentes structures, par des écoles privées, par des écoles de langue, des ateliers pour enfants, qui proposent donc des garderies également pour garder les enfants toute la journée. Il y a même des galeries d'art qui organisent aussi, durant les vacances scolaires, des ateliers d'initiation au dessin, à la peinture. C'est ce qu'a fait Amar Kheter également. Parce que nous allons parler d'Amar Kheter aujourd'hui. Il avait fait la galerie Le Pan. Il n'a pas fait la dernière fois qu'on l'avait reçu, on avait parlé d'un. Oui, bon, ça remonte à loin, d'un atelier comme ça qu'on a proposé. Au dessin pour les enfants, mais c'est pas d'une manière régulière. Voilà. Il y a la galerie Le Pan qui organise des ateliers. Il y avait dans le temps aussi la galerie Bouffée d'Art qui a organisé des ateliers de dessin et de peinture, disons tout au long de l'année, mais un peu plus pendant les vacances scolaires. Ça permet aux parents de laisser un petit peu de leurs enfants donner libre cours à leur créativité. C'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a aussi un éveil artistique pour l'enfant. Exact, ça permet à l'enfant d'apprendre également. Et puis, les enfants adorent ça. Absolument. Dessiner, le coloriage, c'est rencontrer et partager. Oui. Ça leur permet de rencontrer d'autres enfants du même âge et partager d'agréables moments. Exact. Moi, je dirais, si on parle de ça, cette activité, cette belle activité, j'inviterais les enfants qui ont un manque de concentration, les enfants qui ont des troubles dans l'écriture, l'orthographe, des enfants qui ont une faiblesse dans la motricité fine, là où ils ont besoin d'avoir un atelier qui travaille justement sur ces compétences pour pouvoir les améliorer. Et à partir de la couleur, le pinceau, le crayon pour dessiner, ça c'est quelque chose qui va encore, grâce à une activité qui est en dehors de l'écriture scolaire et le challenge de pouvoir écrire correctement et de calculer correctement, un enseignant peut vraiment aider un enfant à améliorer justement ses compétences. Aussi, je dirais, si on ajoute un tout petit peu un atelier de théâtre. Aujourd'hui,
pour les enfants timides qui ne trouvent pas vraiment la parole, qui ont Du mal à s'exprimer en public. Voilà, Oui. il y a des enfants qui sont brillants, hein, ils sont excellents, très intelligents, mais il faut juste les booster un tout petit peu pour qu'ils puissent vraiment parler d'eux-mêmes et puis s'exprimer et puis ajouter cette parole à leur comportement, à leur de développer des richesse. complexes également à l'avenir. Ça, il me semble qu'il faut vraiment chercher un tout petit peu une chorale, là où ils peuvent retrouver le chant, la musique, ils peuvent retrouver aussi la dynamique de groupe dans le jeu, et ça, on le retrouve pratiquement dans les scènes de théâtre, les maisons de jeunes, les enseignants là de théâtre qui activent un tout petit peu dans les associations, tout ça. Ils peuvent aider l'enfant énormément à retrouver cet équilibre en eux-mêmes. Et puis, j'ai juste envie de revenir un peu en arrière, parce que ce qui attire mon attention, c'est qu'on se précipite un tout petit peu vers l'activité, mais on oublie quelque part que cette liberté, le fait de ne rien faire, ce temps mort, là où on frôle un tout petit peu l'ennui, c'est pas rien du tout, c'est quelque chose de très bénéfique pour l'enfant. Un enfant qui s'ennuie à la maison, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Pour la simple raison, je vais te dire, alors, parce moi, que J'attends la suite, justement. ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez parlé de la créativité, hein, Oui. tout ce qui est un tout petit peu cette pensée, tout ça. Comment justement booster cette créativité, comment vraiment l'alimenter, comment vraiment la ramener. Développer. C'est justement en lâchant prise comme ça, on sort un tout petit peu de ce cadre de 8h, 16h, 1h, 4h, là où le programme il est vraiment à cheval. On peut donner à l'enfant la liberté de choisir le moment là où il peut manger, respirer, tout ça, sentir un tout petit peu la monotonie qui s'installe. C'est dans l'ennui qu'il va chercher quelque chose qui va l'aider à réfléchir, à sortir d'une petite angoisse, d'un petit sentiment de l'intérieur qui fait que je m'ennuie, je veux sortir, je veux jouer, tout ça, crée quelque chose. Et l'activité, et la créativité, elle vient justement après cette petite boule de gêne. C'est un Et souvent, échappatoire finalement, c'est une façon de... c'est une naissance, c'est une construction, on booste un tout petit peu. L'enfant, quand on lui donne tout, hein, les couleurs, les stylos, les Legos, l'heure de la séance du tennis, l'heure de la séance de musique, il n'est pas dans la demande. Il ne précise pas, il ne motive pas sa demande réelle de l'intérieur pour pouvoir s'inscrire dans ça. Mais des fois, enlever une séance, lui permettre juste de sentir qu'il peut ne rien faire, fait que dans la deuxième séance, là où il va partir, il va ajouter quelque chose de lui-même, et ça se travaille. Ça veut dire c'est comme un sentiment. Et vous savez, Il va souvent, s'éclater. il va s'éclater, il va créer quelque chose de lui-même, il va élargir un tout petit peu sa pensée pour qu'il puisse vraiment donner les choses à sa manière. Et qui est le but? Parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment apprendre à nos enfants de faire des activités extrascolaires, ce n'est pas d'étudier comme à l'école, ce n'est pas de répéter exactement de la même manière, mais c'est de comprendre qu'en dehors de ces activités, on peut vraiment exploiter tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on a su tisser des liens avec les amis, tout ce qu'on a pu construire avec ce qui peut être calcul, écriture, pensée, on peut parler de la géographie, on peut parler de l'histoire, tout ça, mais aussi ramener ce proverbe, ramener cette phrase, ramener à pouvoir vraiment inviter l'autre à sentir que c'est lui qui a construit ça, il l'a écrit. C'est comme une petite poésie, hein. Les jeunes enfants, les adolescents, ils peuvent faire des petites initiatives comme ça dans les écritures de textes où ils peuvent vous ramener un petit texte demandant votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il est magnifique, il est génial. Justement, c'est là où il ne faut pas casser. Nous, on a comme l'impression que ce vide, il est dangereux, que les parents sont obligés d'inscrire leurs enfants pour ne pas les voir comme ça toute la journée à ne rien faire. Mais faisons attention entre parenthèses, à condition bien sûr qu'il n'y a pas les écrans qui bouffent un tout petit peu cette énergie, qu'il n'y a pas les tablettes là où les enfants s'amusent à fond. Mais permettez-moi juste de faire une petite remarque. En parlant d'activités extrascolaires, des fois, bon, c'est bon pour l'enfant, mais encore faut-il qu'il ait le temps de faire ses activités extrascolaires. Pardon, j'y arrive. Oui. Parce que des fois, les programmes sont tellement chargés que l'enfant n'a pas tout le temps toujours cette possibilité, ce bonheur et cette chance de faire des activités extrascolaires. C'est pour ça qu'on parle C'est ça. de programmes pendant les vacances. C'est-à-dire, les vacances, c'est une opportunité pour l'enfant. bon, ça c'est juste il a pendant les plus de- vacances. Voilà, il a D'accord. plus de temps pour... Mais l'idéal, ce serait pas uniquement juste pendant les vacances. Exact, je suis Faudrait que d'accord. ce soit
régulier tout au long de l'année. Et là, si, bah, tu malheureusement, m'invites. avec les programmes scolaires, il a cette opportunité de faire des activités extrascolaires juste pendant les vacances. Pourquoi ce ne serait pas durant toute l'année scolaire? Et là, c'est un autre débat. Vous allez me dire, Aïda, oui, les programmes chargés. Mais je vais te dire quelque chose de très très simple. Oui. Vous savez, étudier dans le programme scolaire, tout ça, je le mets de côté. D'accord. Mais ce qu'il y a en parallèle, c'est un mouvement dans le corps, une activité physique. L'enfant doit bouger, retrouver les muscles, se sentir dépenser. le corps, sentir qu'il y a un souffle, qu'il peut marcher, découvrir, permettre à un enfant d'exploiter, de vivre son corps dans la nature, de vivre son corps à la maison, de se prendre en charge, de s'autonomiser dans ce qu'il peut faire. Ça, c'est un apprentissage. Découvrir aussi tout ce qui peut être artistique. Moi, je m'envole et tu n'as pas hésité à nous offrir des palettes et un choix extraordinaire de peinture, de peintres, d'ateliers, de galeries, de beaucoup de choses. Les parents qui font abstraction à toutes ces activités, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend 1h30, ça prend 1 heure. C'est quelque chose qui nous habite. Nous, je ne sais pas pourquoi, on ne donne pas de l'importance à ça. Là où la musique, elle adoucit les mœurs, la musique, elle nous apprend aussi à mieux écouter, elle améliore l'écoute chez l'enfant. Un enfant qui chante, c'est celui qui apprend rapidement, utilise la compétence de l'écoute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont compris qu'il faut vraiment jouer un tout petit peu sur l'extrascolaire pour permettre à son enfant de réviser un tout petit peu, sortir courir pour dégager tout ce qui est négatif, cette peur, le stress, la peur de la feuille blanche, l'examen, tout ça, revenir pour donner un tout petit peu. C'est comme on palpe, on fait des allers-retours. Maintenant, c'est ce que je reproche peut-être, mais je vais le placer entre parenthèses aux parents, c'est d'étudier en dehors des études. Il y a des cours supplémentaires. Après les cours supplémentaires, il y a révision à la maison. Et on croise d'emblée cette volonté de pouvoir lui apprendre à écrire, à rédiger, à parler correctement, à penser correctement. Là, on oublie l'âme. L'âme, l'amour, aimer la nature, aimer l'histoire, partager les informations, c'est quelque chose qui va de soi. Moi, je donne l'information, mais aussi, lui, il l'adopte à sa manière. Comment mon fils va comprendre qu'il faut calculer, ça, il peut le faire avec un cours particulier, avec une autre enseignante, là où je vais payer de l'argent. Je peux aussi l'intégrer dans mon atelier cuisine, là où il pourra compter les fourchettes et les cuillères avec moi, il pourra m'aider à trier les légumes et à partir de là, il va comprendre un tout petit peu comment on le fait. Le souci aujourd'hui, c'est que les parents sont tellement dépassés que nous, adultes, on a oublié de chanter, on chante de moins en moins et on a oublié de dessiner. Voilà, on dessine de moins en moins. Même la tarte, elle est carrée. Hein, si on fait l'effort de préparer des gâteaux, on a pris on prend de moins en moins la patience de construire les choses. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, faut dire. Hein. Il ne saura pas trouver lui-même le temps. C'est ça. quelque chose qui va peut-être nous inviter, nous, adultes, à réfléchir comment et à mieux gérer son temps. Aïda. Exact. Parce qu'en fait, vouloir, c'est pouvoir. Bien sûr. On se dit des fois, ah non, j'ai pas le temps de faire ceci, cela, mais tout compte fait. Si on arrivait à gérer notre temps, à mieux gérer notre temps, si on s'organise, et si on était mieux organisé, peut-être qu'on trouverait le temps de Bien sûr. faire une activité, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et vous savez, Nessiba, la musique, elle a dit à Aïda, la musique aide beaucoup l'enfant à se concentrer. Elle va même jusqu'à assurer cette thérapie à l'enfant qui a des troubles comme le bégaiement ou les enfants autistes. C'est une très bonne thérapie. C'est une excellente thérapie. Là comme une modalité de relaxation, ajoutez là aussi comme un vrai apprentissage de calcul, parce que vous savez, écrire de la musique, les notes, les demi-notes, tout ça, c'est tout un travail pour l'écrire sur le solfège, tout ça, c'est un grand apprentissage. Mais vous savez, on se rapproche de quelque chose de très beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est à nous, adultes, parents, enseignants, professeurs aussi,
qui réfléchissent un tout petit peu comment on peut vraiment aider l'enfant à gérer un tout petit peu ses propres compétences. Et là, on s'arrête vers quelque chose. Si moi je suis enseignante, je peux justement attirer l'attention des parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans des ateliers de dessin, dans des ateliers de sport particuliers. Par exemple, je dirais, ça dépend aussi des régions. Vous savez que chez nous, probablement, on n'a pas les activités au choix dans les différentes lieux là où Bien sûr, dans les régions les plus reculées, c'est pas évident. ils n'ont pas les mêmes chances comme les grandes villes où là où il y a plus d'associations, il y a plus de terrain, il y a plus d'espace régions enclavées. Oui. Donc il faut probablement réfléchir à comment on peut construire nos propres activités à la maison. Vous savez, pour rien du tout. Ce qui nous manque un tout petit peu, c'est l'idée simple. Comment on peut vraiment jouer avec les paillettes, comment on peut jouer avec les couleurs, comment vraiment on peut prendre une feuille ou un sac plastique, le remplir avec couleurs et puis mettre des traits, comment on peut vraiment construire des ateliers. Pas forcément, aujourd'hui c'est pour ça que probablement que je ne donne pas les activités elles-mêmes, mais il faut réfléchir un tout petit peu comment aider l'enfant. À avoir cet esprit d'imagination, c'est l'ouverture d'esprit. On ne donne pas à nos enfants l'idée, mais on peut lui demander, qu'est-ce que tu peux faire ? Invente quelque chose. Comment tu vois les choses? Comment on pourra vraiment travailler 1 heure de temps? Mais ça ne dépasse pas 1 heure de temps. C'est vraiment inviter l'enfant à vraiment vous donner la propre piste comme ça, là où il pourra vraiment s'épanouir. Et là, il y a toujours un déclic. La semaine dernière, j'avais abordé le thème des figurines et l'artiste, j'avais couvert l'exposition d'Amina Hamouten. Et l'artiste avait commencé dès son jeune âge, à l'âge de 5 ans, pour voir ce qu'elle faisait avec la pâte à modeler. Ouais. Et elle donnait libre cours à sa créativité, elle avait un esprit vraiment créatif, elle jouait avec la pâte à modeler à l'âge de 4-5 ans, elle faisait des merveilles. Et plus tard, elle a pu se consacrer à sa passion et faire des figurines avec de l'argile, à partir de l'argile. Déjà, il y a des prémices. Quand l'enfant est très jeune, un peut s'adonner à la peinture, l'autre à l'aquarelle, à la sculpture, pourquoi pas. Et finalement, la sculpture, c'est devenu sa passion. C'est justement là, j'invite un peu les mamans à utiliser une pâte salée, mais inviter aussi les enfants à contribuer, construire, à vivre les choses. Ça améliore énormément la motricité. La motricité fine, ça aide l'enfant à imaginer, toucher, palper. Avoir le goût, parce qu'aujourd'hui avec les colorants aussi, il peut vraiment apprendre à jouer avec les couleurs et ça gagne des heures de travail à la maison. Et ça là où l'enfant occupe énormément. On peut faire des gâteaux avec maman. C'est un moment à partager ensemble avec sa maman. C'est un apprentissage, exactement. L'idée, elle est justement de sortir un peu de ce qui peut nous ennuyer, nous, adultes. Aujourd'hui, parce qu'il y aura de la farine, on va nettoyer, quelle heure, comment, je n'ai pas vraiment le temps. Sinon, on n'a pas la capacité de pouvoir gérer ça dans l'espace avec nos moyens. Il ne faut pas espérer que les autres vont le faire à notre place. Et bien justement, c'est pour ça que les parents aujourd'hui font appel aux professionnels. C'est-à-dire, si j'emmène mon enfant vers cette école qui propose un programme durant les vacances d'hiver, des ateliers d'apprentissage de langue, etc., c'est parce que j'ai pas le temps, c'est parce que je travaille, parce que je lui consacre pas du temps. Et c'est faux parce qu'on peut s'organiser de manière à travailler quand on doit travailler et consacrer du temps à son enfant parce qu'on est à la fois cadre et maman aussi. Donc il faut absolument trouver ce temps. Moi, il me semble, ce que je pourrais ajouter à cette parole, c'est que même si on est dépassé, on peut pas, on n'a pas le temps, on paye pour vraiment offrir ça à nos enfants, il faut au moins qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. On lui dit bravo, félicitations, ça c'est extraordinaire. Même le dessin. C'est un encouragement. C'est un encouragement, une invitation à s'intéresser à ce qu'il fait réellement. Et vraiment à maîtriser un tout petit peu ce temps. Et on va l'appeler probablement un temps plein. C'est un temps vivant, là où on pourra vraiment l'accompagner dans ce qu'il peut vraiment lui ajouter, lui donner un tout petit peu plus d'énergie pour qu'il puisse s'exprimer. Aujourd'hui, l'activité elle-même, si j'enlève un tout petit peu tout ce qu'on peut proposer, dire, ajouter comme information, l'idéal c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est de permettre à nos enfants de mieux communiquer, mieux s'exprimer, nous donner quelque chose, là où ils pourront inventer
s'arrêter devant une sculpture pour dire waouh, celui qui l'a fait vraiment, parce qu'il a essayé avec ses propres doigts. Il comprend un tout petit peu que celui qui a dessiné le tableau, ça, il l'a pas fait en Un mouvement et un quart de tour. Voilà. Exact. C'est tout un apprentissage. Et je crois que les enfants qui ont touché à la musique apprécient énormément parce qu'ils savent que c'est un travail énorme, qu'il y a des notes, qu'il y a des musiciens qui savent utiliser un instrument. Ceux qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir vraiment découvrir cette partie de la vie, ils restent indifférents face à un beau morceau de musique, ils restent indifférents face à un tableau, ils restent indifférents face à un spectacle de clown, là où ils vont s'ennuyer parce qu'ils n'ont pas pu accrocher la scène, le jeu, l'échange avec les comédiens, le costume lui-même, le scénario, le dialogue avec les autres. Et ça, c'est qui le fait? C'est les enseignants, c'est l'adulte, moi je dirais, qui va s'arrêter pour attirer l'attention de l'enfant et lui dire c'est là où il faut construire. Et à partir de là, aujourd'hui, si on parle de l'activité extrascolaire, d'abord, c'est à nous, enfants, de ne pas laisser cet espace passer comme ça inaperçu. Il y aura beaucoup de parents qui vont se relaxer, on n'aura plus le souci de se réveiller très tôt matin, ni de le déplacer par voiture, donc voilà, on va se reposer, voilà, la paix. Justement, Moi, j'allais vous dire quelques conseils pour finir, Aïda, justement. Lâcher prise, moi, il me semble, dans l'éducation, dans ce que nos enfants nous obligent et la vie d'aujourd'hui, lâcher prise, ça n'aide personne. Il faut vraiment construire les choses avec nos moyens, avec ce qu'on peut faire et comment on peut vraiment construire les choses. Maintenant, surcharger les choses, ça n'aide personne parce que l'enfant, il a besoin justement, si je reviens à l'idée de lui permettre d'avoir un esprit large, un esprit ouvert pour qu'il puisse crier et réfléchir avec liberté, donc il faut lui permettre aussi de mieux respirer et de vivre cette liberté chez lui. Alors, dans les deux, ce qu'il faut réfléchir et il faut voir, c'est que chez mon enfant, il faut vraiment développer le manque de compétences qu'il a. S'il est retiré, il a besoin de masse, il a besoin de contact avec les gens, football, tennis, je dirais les activités là où il y a la foule, je reviens à ce théâtre aussi qui l'invite à négocier sa place. S'il a manque de concentration, il est tellement impulsif, il se répète, il est vraiment très rapide. Le jeu d'échecs. Hyperactif peut-être. Hyperactif. Le pâte à modeler, ça aide énormément à canaliser. Et puis, revenir aussi à lui apprendre à gérer ses émotions et à gérer le stress. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas un peu au vécu de nos enfants. Quand ils pleurent, c'est pas rien du tout. Quand ils s'énervent, c'est pas rien du tout. C'est énorme. Il faut l'aider à gérer tout ça avec un moment de plaisir. Et être à l'écoute. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. Merci. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec plaisir. On passe à la deuxième rubrique du jour, la rubrique mosaïque, tout de suite après ceci. Dernière. Nassiba, vous avez la voix rock, effectivement. La voix rock. C'est dû à un rhume, elle était en train d'en parler. Ah oui. Et aujourd'hui, Nassiba, vous vous intéressez à cette exposition de peinture intitulée Masrah wa Huruf de deux artistes, donc Amina Aïdiane et... Tout à fait. Et Omar Khitab. Et Omar Khitab. Ça se passe au niveau du cercle France Fanon. De Riyad El Fat. Le cercle France Fanon, exactement, se trouve au niveau du centre des arts de Riyad El Fat. Donc on a fait un petit tour avec l'équipe. Oui. On a filmé l'exposition. On a passé un bon moment, très agréable au cercle France Fanon. Alors Omar Khitab et comment il s'appelle, Amina Aïdiane. Amina Omar Khitab, c'est un artiste calligraphe, il est aussi musicien, il joue parfaitement bien du saxophone. On aura une petite idée de ce qu'il fait dans un petit moment. Et il est calligraphe, il est plein de talent, c'est un artiste aux références bien établi. Et il encourage énormément aussi les jeunes talents. Et il est galeriste, c'est Omar Khitab lui-même est galeriste, donc il anime cet espace et il expose, exceptionnellement il a exposé ses œuvres, parce qu'en général il invite les artistes à exposer des œuvres d'art, mais à titre exceptionnel pour cette fin d'année il a exposé à nouveau ses œuvres d'art. C'est un artiste très très prolifique. Et on a plaisir à découvrir et redécouvrir son travail d'artiste. On a eu à l'inviter aussi à plusieurs reprises dans l'émission Bonjour d'Algérie. Et il expose avec Amina Aïdiane, jeune artiste qui est jeune talent en herbe,
qui émerge, qui essaye de se frayer un petit chemin sur la scène artistique algérienne et sans aucun complexe. Artiste peintre. Oui, artiste peintre, sans aucun complexe. Parce qu'il a exposé avec cette jeune artiste, parce qu'il y a des artistes de renom confirmés qui hésitent des fois à exposer avec des jeunes artistes. Mais là, il l'a fait et il la parraine aussi, hein, il l'a encouragé. Alors, Amina Eidien, elle est étudiante, elle étudie la langue anglaise à l'université de Bouzaréa. Et elle a eu à exposer à maintes reprises, aussi bien en Algérie qu'en Turquie. Elle a exposé aussi en France, à l'Institut du monde arabe. Et elle a exposé à plusieurs reprises au travers de salons dédiés aux arts plastiques. Nous avons eu l'occasion d'en parler parce qu'elle avait exposé il n'y a pas très longtemps à l'Institut culturel italien. Elle a travaillé sur le langage théâtral à l'occasion de la semaine de la langue italienne, la semaine culturelle et la semaine de la langue italienne en Algérie. Il y avait eu tout un programme qui a gravité autour de cette semaine importante, cette semaine culturelle organisée par l'Institut culturel italien et qui ont célébré la langue italienne. Voilà. Elle devait aussi préparer une exposition, je pense, si ma mémoire est bonne, sur les sports mécaniques. Sur les sports mécaniques, ça va venir dans pas longtemps. Peut-être qu'on va voir cette exposition au Cercle France Fanon. Mais en attendant, elle expose au niveau du Cercle France Fanon. Oui. Elle a exposé, donc elle est revenue sur le langage théâtral, la commedia dell'arte. Et Khitar expose la calligraphie. Alors Khitar, comment il est arrivé à la calligraphie? Très jeune, pour revenir justement à ses activités extrascolaire. Je vais vous raconter sa petite histoire. Il était très turbulent, m'a-t-il raconté. Il était vraiment très turbulent quand il était jeune. Sa maman décide, très hyperactive, sa maman décide un jour, se dit tiens, on va consulter le psy. Elle l'emmène chez le psychologue. Il lui dit votre fils, il est hyperactif, donc il faut l'occuper, plein d'énergie, il faut l'occuper. Comment? Vous allez l'inscrire. À la maison de jeunes, il s'est inscrit à la maison de jeunes dans un atelier d'initiation au dessin. Ça, c'est pour revenir aux ateliers d'initiation au dessin. Et c'est parti comme ça. Donc, il s'est mis au dessin, il a été bien encadré. Et son professeur a vu qu'il avait vraiment des aptitudes au dessin. Et c'est parti comme ça. Adolescent, il a pu se consacrer à la peinture. Sa maman, qui l'a énormément encouragé, il a acheté du matériel et il s'est mis à la peinture. Il a touché un petit peu au figuratif, à la peinture abstraite, mais il était curieux, il voulait en savoir un peu plus sur la calligraphie arabe et il a commencé à faire ses petites recherches, chemin faisant, il a grandi, chemin faisant, adulte, il a commencé à faire des recherches sur les manuscrits et il a fait ses petites recherches pour la calligraphie arabe et il a commencé à s'intéresser de plus près. Et après moult recherches, il a essayé de fusionner avec l'art contemporain. Donc entre tradition et modernité, il a une touche quand même et un style assez particulier. Il travaille la calligraphie, la lettre arabe, c'est un peu l'élément plastique dans son travail d'artiste. Je ne veux pas en dire plus, on verra tout ça en image dans le reportage si vous voulez. Oui, on va faire un petit tour et on développera tout ça après le reportage. Après le reportage. Il s'agit donc de l'exposition des œuvres de Amar Khitar et de Amina Eidien au Cercle France Fanon. Dans le reportage que vous allez suivre, peinture et calligraphie s'entremêlent pour nous envahir de beauté et d'illusion. Regardez et appréciez, c'est signé Nassiba Jaïtir. C'est plus qu'une passion, ça m'aide pour avoir de l'énergie positive. Comme on dit en anglais, it's my escapism.
Ça m'aide pour changer, pour avoir des idées, même pour le quotidien. Quand je peins, je sors de la maison, je me sens plus à l'aise, plus confortable avec le monde. C'est mon vécu aussi que je transmets à travers la calligraphie. Donc elle n'occupe pas une petite place. Vraiment, elle occupe tout mon espace artistique que j'ai touché dans plusieurs écoles d'art. Après, je me suis dit, comment je peux me représenter moi-même? Comment je peux représenter ma culture, mon identité? Et c'est par que j'ai réalisé une trentaine de toiles qui expriment tout ce qui est art théâtral, que ce soit la danse, que ce soit le miming, que ce soit l'ombre de Chine, des scènes, par exemple Les Misérables, Roméo et Juliette, etc. Un esprit créatif et une sensibilité toujours en éveil. Lentement mais sûrement, elle essaye de se frayer un chemin sur la scène artistique. Guidée par sa ferveur artistique, Amina avance et explore. En fait, j'ai utilisé 8 sur toile, mais certains, on peut dire peut-être 4 maximum, 4 toiles acryliques sur toile, mais la plupart c'était 8 sur. Khitar donne un cachet particulier à la l'art ancestral avec l'art moderne. Bon, je me suis dit c'était le point de départ. C'est après bon, j'ai commencé à me documenter sur les manuscrits d'avant, et j'ai pris un petit peu, j'ai appris à écrire la calligraphie maghrébine, parce que à l'époque tout le monde écrivait de la même manière. J'ai commencé à fusionner avec un fond. Je travaille des fonds un petit peu modernes et tout ça, et dans l'abstrait, et j'essaie d'intégrer comme si un manuscrit qui a été trouvé et mis sur un espace moderne. Au rythme d'une carrière artistique bien remplie, de par de nombreuses expositions, Khitar finit par imposer calligraphique. Des compositions calligraphiques où il utilise différents outils et matériaux de travail. À la base, j'utilise de l'aquarelle, la technique aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est vraiment, ça me donne un rendu que à chaque fois, c'est dans mes expériences. À chaque fois, un rendu qui me plaît. Des fois, j'ai aussi, quand je suis en train de mélanger, quand je débute mon fond, et des fois, les rendus m'orientent vers autre chose, vers un autre. Peut-être je commence par un sujet dans ma tête, après je change. C'est ça, quand on est dans le bain, quand on est dans notre bulle au moment de peindre, c'est vraiment, c'est-à-dire tu es dans une autre, dans une dimension où tu ne peux pas
tu dissocies carrément le monde réel au monde de la création artistique. Dans cette belle aventure artistique, des rêves d'enfance se réalisent. Chacun de ces exposants a trouvé son moyen d'expression et d'évasion. Un moyen d'expression qu'Amina Aïdzienne veut pousser aussi loin que possible. La musique, une deuxième passion pour Omar Khitar. Dans cette salle d'exposition, il nous donne à apprécier son talent de saxophoniste. Et quoi de plus agréable quand la peinture et la musique se mêlent et s'entremêlent. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, et puis on a pu suivre dans le reportage donc l'exposition de Omar Khitar et d'Amina Aïdzienne. Alors Omar Khitar, comme on a pu le suivre, comme on a pu le voir dans le reportage, il a dit qu'il s'inspirait énormément de la calligraphie maghrébine et qu'il a réussi à fusionner avec des fonds modernes pour donner de fabuleuses compositions calligraphiques à la manière de l'aquarelle. C'est pas rien, hein? On est plein dans la création artistique finalement. Tout à fait. En fait, entre tradition et modernité, il a essayé de donner une touche assez particulière à son travail d'artiste. Bien sûr, c'est pas venu comme ça, et puis on se proclame pas calligraphe du jour au lendemain. Ça, c'est des années de recherche, hein. Parce qu'il faut avoir quand même, c'est un travail de minutie, il faut avoir beaucoup de rigueur dans le travail, de la précision, un bon sens faut être concentré, et ça demande beaucoup de concentration, voilà, j'y arrive, beaucoup de concentration et de la précision, de la minutie, de la rigueur dans le travail. Donc ça, c'est des années et des années de recherche dans son travail, et il a pu s'imposer sur la scène artistique algérienne et internationale aussi, parce qu'il a exposé à maintes reprises en Algérie, et il a aussi exposé à l'étranger. Et il s'inspire, comme vous le dites si bien, c'est le khat al-maghribi, donc la calligraphie maghrébine. Et il utilise, alors la calligraphie, on peut la retrouver sur différents supports. On peut travailler sur le bois, faire sa calligraphie sur le bois, sur la toile. On peut la retrouver même sur du verre, du plexiglas. Des designers aussi, de grands designers utilisent et stylistes modélistes aussi, même sur le tissu, utilisent la calligraphie sur du tissu. Et les grands designers, on peut la retrouver sur 1001 supports. Mais en fait, lui, son support de prédilection, c'est la toile et le papier. Bon, dans cette exposition, on a retrouvé exclusivement du papier. Il y avait peut-être 2 ou 3 toiles, pas plus. Il a travaillé énormément sur le papier. Bon, ça fait pas très longtemps qu'il a exposé, et là, on a retrouvé des anciens travaux. Voilà, on est en train de les voir. Et on a aussi, on a pu aussi retrouver une nouvelle collection, parce qu'il ne se passe pas un jour pour Omar Khitar où il ne travaille pas sa calligraphie. Il m'a dit qu'il travaillait tous les jours. Tout le temps. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il ne travaille sa calligraphie. Et en fait, c'est très stylisé, c'est très... Exact. Et il utilise aussi de l'aquarelle. Bon, il utilise différents outils de travail, différents matériaux de travail. On va voir encore à nouveau défiler quelques calligraphies. Mais le qalem, bien entendu, le qalem, c'est son outil de travail. Il travaille... Et il utilise différents encres de Chine. Il utilise smar aussi. Vous savez ce que c'est que le smar, hein? C'est la cire. Ouais, avec le smar, on travaille, c'est une teinte avec laquelle il travaille. Et c'est avec la laine de mouton qu'on peut utiliser. Voilà, on en tire, on en fait du smar pour qu'on puisse travailler sa calligraphie. Donc il utilise pas mal de matériaux. Son travail reste bien entendu bien ancré dans le terreau culturel algérien, et il met en valeur, à travers sa calligraphie, la calligraphie arabe. Et là, il a eu à exposer dans différentes régions d'Algérie à plusieurs reprises. Et l'unité de construction, la lettre, reste un élément plastique, l'unité de construction de sa calligraphie reste le point. Et il y a tout le point.
on a l'impression qu'il est, je ne sais pas si on peut le voir maintenant, c'est le point, mais pas le point, il n'est pas rond. Hein. Le point, il a une petite forme géométrique, il a une petite forme carrée, on va le voir, oui. Peut-être si on a un plan plus rapproché, un plus plan serré, ouais. Voilà, vous voyez le petit point, il a une forme carrée. Et lui, c'est l'unité de construction, c'est géométrique. Et là, il fait tous ses calculs, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. À partir de là, il y a beaucoup de calculs à faire pour qu'il puisse travailler sa calligraphie. Et il y a l'effet aussi, il y a l'effet aquarelle qui donne des choses, c'est magnifique. Et puis ça donne l'effet aussi manuscrit. Je ne sais pas si vous avez cette impression de voir le petit manuscrit dans son travail. Si vous l'apercevez, si on peut voir maintenant une autre calligraphie, on pourra voir l'effet aquarelle sur son travail. On va le voir dans un petit moment. Ça va venir, on laisse le temps à Nessima de nous préparer des images. Ça. Voilà. Et Nessima, elle est prête. Voilà. Et vous voyez, il travaille ses fonds, il travaille énormément ses fonds. Donc c'est pas la calligraphie classique qu'on a l'habitude de voir. Là, il veut donner une dimension contemporaine à son travail d'artiste. Ouais. Il lui donne et ne dit-on pas que chaque mot dans la calligraphie a sa musique, chaque mot entonne et vibre, et comme les cercles sous les doigts d'un musicien. Et il est musicien. On l'a vu jouer du saxophone et il joue merveilleusement bien du saxophone. Vous nous invitez à écouter, à suivre un autre extrait. Vous voulez, je fais la petite surprise? Allez, merci. Alors, bah voilà. Voilà, c'était la petite surprise de Nessiba. Agréable? Magnifique. Alors, ça donne quoi? Magnifique. Très agréable. Merci. Il a joué un petit morceau de musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un morceau de musique de Sidney Bechet. Bechet, c'est un artiste anglo-saxon, américain, qui a vécu aussi en France, qui a quitté ce monde en 1959. Et ce petit morceau, il a intitulé La Petite Fleur, et donc c'est une reprise. Il a repris ce morceau de musique et il joue magnifiquement bien du saxophone. Donc c'est sa deuxième passion. Je me rappelle quand il était venu la dernière fois que vous l'aviez invité, ici même sur ce plateau, il avait une broche. C'était un saxophone, un petit saxophone accroché à sa veste. Il est vraiment accroché à son instrument. Oui, c'est son instrument. Le saxophone. Et puis quand il y a une exposition, que ce soit son exposition ou une exposition d'un autre artiste qu'il organise au niveau du Cercle France Fanon, donc il ne rate aucune occasion pour jouer du saxophone. Il se produit, il anime aussi des dîners dansants
au niveau des restaurants, dans des hôtels, il se produit. Et donc il a vécu dans cette ambiance aussi, depuis sa plus tendre enfance aussi. Autour de lui, il y avait des musiciens, il y avait des artistes aussi. Il a baigné dans l'art dès sa plus tendre enfance. Et là, j'ai dit, bon, je vais pas rater l'occasion, quand même. Il joue bien, il a bien voulu nous jouer un petit morceau de musique. Et donc, vous avez choisi de le partager avec nous. Voilà, partager avec vous, Aïda, Soumeya, et avec nos amis téléspectateurs ce matin. Voilà, merci beaucoup Nessiba en tout cas, belle surprise. Merci. Merci en beaucoup. arrière-plan, on avait vu les œuvres d'Amina Aïdienne, qui a exposé quand même au moins une trentaine d'œuvres au Cercle France Fanon. Voilà, et donc l'exposition continue? Alors l'exposition, elle va durer jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à la fin décembre. Voilà. En duo, donc Hourouf, Masrah wa Hourouf. Ça vaut le détour en tout de cas, cette exposition. Voilà. Ça vaut le détour. Merci Nessiba. Je vous en prie. Merci beaucoup les filles. Merci. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Quant à nous, on vous propose de suivre ce reportage dans lequel il sera question d'incubateurs, de start-up, des structures qui assurent conseil, formation et puis financement aux jeunes porteurs de projets. Un créneau prometteur, surtout avec la création prochainement du réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation. Regardez, c'est signé Bouchra Bali. À 22 ans, Harizi Abdel Fattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'un an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner, leur apprendre comment développer un modèle économique et pitcher, c'est-à-dire son idée rapidement, bénéficier justement de ce que les incubateurs, les accélérateurs de start-up offrent en Algérie. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseil et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Capcowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. C'est un peu, on va dire, permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'avoir une adresse fiscale et un lieu de travail, un lieu de réunion convivial et de connexion et de rencontre d'autres entreprises qui peuvent faire, on va dire, qui peuvent être dans le réseau, qui peuvent se rendre service mutuellement, et ça à prix économique réduit. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate de plateforme ici pour pouvoir combiner tous ces efforts. Des efforts qui interviennent dans un contexte particulier. On se rend compte qu'avec
justement ce contexte un petit peu particulier qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la limite à l'importation et la réduction des dépenses publiques, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur stratégique qui est celui de l'innovation à travers les startups. Même si parfois on a tendance à critiquer ou à avoir une mauvaise vision, on a tout le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui qui nous accompagnent dans cette tendance et on ne peut que s'en réjouir. Si on se pose sur ce qu'on appelle une échelle diachronique, tout simple, c'est vrai que le climat n'est pas très favorable actuellement. En revanche, l'Algérie, c'est pas 2019. L'Algérie, c'est un pays continent qui réagit à des inputs, on va dire, de l'échelle internationale. Donc on réagit à tout cela. Et puis quand on voit les potentialités de ce pays, qui sont énormes, on n'arrête pas de le dire, bah nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Dernière ligne droite, on accueille Mr. Hightech. Bonjour Soumaya. Bonjour Nafa, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Et vous? Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, ça va être les fake news avec vous. Oui. On avait déjà abordé le sujet, on va dire, d'une manière générale. À travers le sujet des smartphones et ce qu'il y avait compris surtout sur les réseaux sociaux. Et là, on va s'étaler un peu plus sur ce phénomène, si on va dire ce fléau, qui s'est généralisé justement ces jours-ci et surtout en ces contextes assez particuliers. Permettez-moi juste de dire bonjour à Nour Mqaddam qui est là. Nour. Bonjour, Sonia, bonjour comment ça va? Bonjour. Très bien. Ce sera à vous dans quelques instants, après les fake news. Puisqu'on a on a pu suivre le sujet, enfin le reportage de Bouchra Abou Ali sur les incubateurs de start-up. Peut-être un mot, un commentaire? C'est toujours en instance, c'est-à-dire de développement. On va dire que les startups en Algérie, c'est vrai qu'ils ont connu un certain boom, avec notamment l'avancée en matière de connexion Internet et de technologie, et surtout d'incubateurs qui sont de plus en plus disponibles sur tout le territoire national. Faut dire que le gouvernement n'a pas hésité sur les moyens et n'a pas aussi, on va dire, il a créer cet écosystème pour que ces jeunes puissent mettre en évidence leur talent et surtout leur savoir. Pouvoir développer leur projet. Voilà, faut jamais dire que c'est acquis ou c'est déjà fait. Il reste beaucoup de choses à faire pour ces jeunes justement, et à l'instar de ce qui se fait à l'étranger comme la Silicon Valley où ils sont en train encore de plus en plus développer ce genre d'initiative. Par conséquent, il faut être à l'écoute de ces jeunes et leur fournir le nécessaire pour qu'ils puissent rajouter on va dire leur touche que ce soit l'économie ou à notre quotidien. Et développer leurs idées novatrices en tout cas, et leurs projets. Voilà, alors ces dernières années, le phénomène des fake news, Nafa, s'étend sur le web aux dépens des internautes justement. Ces fausses informations peuvent être propagées dans différents buts, donc ils ont plusieurs buts. C'est ou pour tremper le lecteur ou l'internaute, ou influencer son opinion sur un sujet particulier, ou fabriquer de toutes pièces un titre accrocheur pour un peu attirer les internautes vers le site et pouvoir avoir plus de j'aime et plus de vues. On crée le buzz. Mais beaucoup plus, voilà, il y a des risques, il y a beaucoup de risques qui sont cachés derrière ces fake news, ces hoax comme on les appelle, donc ces rumeurs qui ont en fait une fin de désinformation. Comment les reconnaître, c'est la grande question aujourd'hui, Nafa. Il faut savoir comment on peut dire que c'est une fake news ou c'est une hoax ou c'est une rumeur. C'est à travers le contexte dans lequel on est. Des fois, on vit une situation bien particulière et par conséquent, on se retrouve inondé par des articles qui sont peut-être relatifs à l'actualité ou qui sont relatifs à un certain contexte, mais qui sont d'autant plus polémiques que fédérateurs. Donc automatiquement, les gens sont beaucoup plus curieux d'aller vers ces titres accrocheurs, ces titres qui peuvent justement
on va dire, stimuler notre curiosité, beaucoup plus créer une dépendance à l'information. C'est un phénomène aussi qu'on est en train de voir. Avant, on était beaucoup plus classique, on migrait vers les flash news officiels, les canaux qu'on connaissait auparavant. Maintenant, avec notre, on va dire, dépendance des smartphones et de la connexion, on n'arrive plus à décrocher. On peut, au détriment de notre travail, de notre emploi du temps, des fois au détriment de nos responsabilités, on est là sur les réseaux sociaux notamment et à feuilleter et à faire passer ces informations. Alors, il faut savoir qu'on va pas discréditer tout le monde qui est en train de publier parce que la plupart des chaînes d'information publient sur leur page officielle la plupart des flash news ou bien la continuité de leur programme, mais il reste qu'il y a beaucoup de pages qui sont à grand public, à forte affluence et qui parfois publient des opinions, puisque c'est même pas des news, on va dire c'est des opinions qui servent que ce soit à créer le communautarisme ou à la division ou quelque chose comme qui est vraiment négatif pour les gens. Et donc par conséquent, si on revient pas justement sur les bonnes sources d'information, les sources officielles, on tombe directement sur une fake news ou sur une rumeur qui a pour objet justement de dénigrer ou d'aller vers quelque chose de négatif. Et voilà, donc je reviens à votre question, donc comment reconnaître une fake news? C'est pas systématique. Il faut juste rester sur les voies officielles, sur les canaux officiels d'information. Si on voit qu'un titre est accrocheur ou si quelque chose vraiment crée, est-ce qu'on va d'abord essayer de comprendre est-ce que c'est pas quelque chose pour créer le buzz. On doit bien lire le titre, vérifier les sources de l'information dont il est question, vérifier les dates aussi de publication de cette information. Des fois, on manipule l'image maintenant aussi facilement qu'on peut manipuler quoi que ce soit. Donc, c'est pas à travers une vidéo que ça va encore, on va dire, donner plus de crédibilité à l'information, étant donné que maintenant que ce soit la vidéo, la photo est facilement truquée. Donc on peut utiliser des vidéos qu'on peut flouter par-ci par-là et on va dire que c'est quelque chose qui est arrivé on va dire récemment, alors que peut-être ce n'est ni arrivé récemment ni arrivé dans notre pays automatiquement. Donc il faut revenir vraiment sur les bonnes sources. On peut même tomber sur des vidéos, ça m'est arrivé personnellement, alors des titres très accrocheurs. Explosif. Dès qu'on clique sur la vidéo, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est le contenu de la vidéo. Exactement. C'est juste pour accrocher l'internaute, histoire d'avoir des clics. Voilà, c'est ça. C'est le nombre de clics qui importe. Maintenant, pourquoi c'est l'affluence sur la page, c'est l'affluence sur le site internet, étant donné que tout est business. Donc, plus on a de clics, plus on a de vues, plus on a de visiteurs sur le site et plus on est susceptible d'avoir des gens qui vont publier ou faire de la publicité à travers notre canal, étant donné que les gens qui cherchent justement à avoir de la visibilité pour leurs produits passent par des canaux qui sont à forte affluence. Cela au détriment bien sûr de la qualité du contenu. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à rester sur on va dire une utilisation responsable de ces nouvelles technologies qui peuvent nuire à notre quotidien, nuire à notre santé aussi. Quand je dis santé surtout psychologique, puisque des fois on reçoit des informations dont on n'a pas besoin. On se crée nous-mêmes des problèmes, on va dire, au quotidien. On va commencer à suivre un fil d'actualité qui n'était pas d'habitude dans notre quotidien. Justement, vous anticipez ma question, comment se prémunir des fake news? Eh bien, voilà, je reviens sur une utilisation responsable. C'est ce qu'on appelle une utilisation responsable pour le développement durable. On va revenir sur ça à travers la rubrique de nous, mais pour justement faire le clin d'œil à une utilisation responsable, cela étant, c'est difficile avec la dépendance qu'ils ont créée avec la connexion, avec les dernières technologies. Il faut juste minimiser, on va dire, l'utilisation de ces réseaux sociaux pour les news. Les news, c'est fait pour, on va dire, l'actualité est faite à travers certains canaux officiels. On peut attendre un flash officiel qui va reprendre ce qui s'est passé. Après, quand il y a une actualité, on va dire, urgente ou quelque chose comme ça, tout est reporté à travers les radios, à travers la télévision, ou même les sites internet, c'est-à-dire de quotidiens officiels. Après, je ne dénigre pas les pages qui relatent, on va dire, des faits en temps réel, c'est-à-dire en rapidité,
mais c'est au détriment aussi de notre curiosité. Si on a le temps, par exemple, de lire qu'il y a eu des faits du quotidien dans telle région, je préfère qu'on préconise ce temps pour, je veux dire, se cultiver ou apprendre quelque chose qui est vraiment nécessaire ou peut-être positif pour nous, au lieu d'être au courant de tout ce qui se passe. Au détriment de la qualité bien sûr du contenu et ça va influencer nos opinions, notre citoyenneté et on est au risque justement de ce type de comportement de certains sites, de certains mouvements et par conséquent il faut faire très attention à se retrouver des fois à polémiquer sur une page Facebook avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui n'ont aucune relation avec nous, qui n'ont aucune influence sur notre vie. On se retrouve à devenir colérique, à être stressé à travers des publications ou un échange de commentaires alors que ça ne sert absolument à rien. De toute façon, l'identification d'une fausse information relève d'un travail journalistique. Donc, quand on est internaute, il faut juste savoir, c'est-à-dire être sélectif, j'allais dire, choisir les sites, c'est-à-dire vérifier les sources. Relater l'information à travers les sources officielles. Parce qu'on peut avoir une page dédiée à l'information, peut-être même dédiée à un contenu très général, mais cette page peut être alimentée à travers d'autres sources et qu'on peut citer à la fin de chaque publication pour donner de la crédibilité à notre publication. Mais accrocher un titre qui est, comme vous avez dit, explosif avec un point d'interrogation, ça veut dire que créer une sorte de rumeur à travers une page et qui va être justement partagée parce que là aussi l'utilisation on va dire l'utilisateur est lui-même concerné, lui-même surtout responsable de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va republier cette information dont il n'est même pas sûr sur sa page, par exemple, personnelle, ou peut-être même relater ça de bouche à oreille? Est-ce qu'il va créer un phénomène boule de neige qui va par la suite être, on va dire, soit démenti par une voie officielle, exactement. Avoir des répercussions tout sauf positif. Après, mais dans certains cas, ça peut être pire. On peut parler de harcèlement, donc les victimes qui sont harcelées à travers les réseaux sociaux, à travers des fake news à leurs propos. Et du coup, là, on parle encore à travers de santé mentale qui sont affectées. Qui va être divulguée, qui va être repostée sur Facebook et par conséquent, il y a des personnes qui sont victimes d'harcèlement moral. À cause de manipulation d'informations ou peut-être manipulation d'images qui va nuire à ces personnes et par conséquent être très nocif aussi pour les utilisateurs. C'est ça. On déteste une personne, allez, on va balancer une information comme ça sur la personne. Cette personne. Oui, et on va créer tout un le buzz. Tout un buzz, mais surtout un effet négatif. Un impact négatif sur la personne aussi, sur sa. Et ses proches aussi. Tout à fait. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de gens croient que, étant donné qu'ils sont cachés derrière un écran ou que c'est d'une manière anonyme ou peut-être avec un faux compte ou un faux nom, ce n'est pas, c'est-à-dire on les retrouve. On est en sécurité. De possible justement poursuite, alors que actuellement avec tous les moyens mis par le gouvernement pour la lutte contre la cybercriminalité, un sujet qu'on va traiter très prochainement, ces personnes peuvent justement remédier aux services de sécurité qui peuvent facilement repérer ces personnes qui ont initié ce genre de mouvement et qui peuvent être poursuivies. Exactement. Donc il faut savoir que la responsabilité est portée à la personne qui publie, à la personne aussi qui reposte et surtout aux pages qui sont à forte influence, qui ont une grande influence sur pas mal de gens qui les suivent et donc j'invite à faire preuve de responsabilité de ces personnes qui, au lieu de faire par exemple des mouvements ou des actions fédératrices, vont malheureusement sur des actions qui peuvent nuire à créer du communautarisme et nuire à notre union. Pensez-vous que les moyens d'information et de communication traditionnels, j'allais dire, c'est la meilleure solution pour éviter les fake news et avoir des news donc on ne peut pas négliger de l'information,
parce qu'on parle aujourd'hui de désinformation, de fake news dans le but de créer de la propagande. Les moyens d'information et de communication traditionnels, eux, ne font pas ça. Ils vérifient l'information est diffusée, l'information qui est diffusée est correcte et vérifiée. Donc voilà, est-ce que c'est un moyen d'éviter les fake news aujourd'hui? C'est une marge de manœuvre de sécurité que de rester sur les canaux officiels, que ce soit la radio ou les chaînes de télévision qui passent, on va dire, de l'information communiquée, qui est transmise à travers des communiqués officiels, que ce soit de la part des personnes ou des entreprises. Reste que la facilité d'acquérir l'information en temps réel et à n'importe quel moment, puisque on va dire les canaux officiels ont des horaires pratiquement fixe pour transmettre l'information et donc cette soif d'avoir l'information à tout moment, c'est ce qui pousse les gens à partir sur les réseaux sociaux ou sur internet pour chercher de l'actualité en temps réel. Il y a même des chaînes officielles, des grandes chaînes de télévision qui ont été victimes de fake news. Exactement, de piratage ou de fake news qui a influencé on va dire la réputation de la chaîne, et par conséquent ce qu'on demande, c'est vigilance de la part de tout le monde, que ce soit les chaînes officielles, les gestionnaires de pages Facebook à grande influence et surtout les utilisateurs. Ah voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Nafa. Je vous en prie. J'espère que c'était utile. Inch'Allah. C'est toujours utile. En tout cas, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Nafa. On passe à la rubrique environnement. Tout à fait. Présenté par Nol Moqaddam, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'épuisement des ressources naturelles tout de suite après ceci. Ben voilà, alors aujourd'hui on parlera avec vous, comme annoncé, donc, de l'épuisement des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous consommons de plus en plus d'énergie. C'est peut-être ça qui a motivé donc, le choix de Tout à fait, alors ça commence par la consommation, la consommation de nous tous terriens. Alors déjà, quand on parle de ressources naturelles, c'est important de parler d'énergie fossile. Alors l'énergie fossile, à savoir le pétrole, le gaz naturel, le charbon, qui sont les trois principales sources d'énergie utilisées dans le monde. Et depuis la nuit des temps, l'énergie a toujours eu une place très importante. Mais aujourd'hui, on fait face à plusieurs problèmes. Donc essentiellement justement parce que, vous le disiez Soumeya, on consomme de plus en plus d'énergie. Donc en l'espace de 50 ans, eh bien, on a consommé 5 fois plus. Notre consommation a été multipliée par 5. Exactement. Donc là, il y a urgence, et à ce rythme-là, eh bien, les stocks de matières fossiles... Consommation mondiale, hein? Exactement, oui, mondiale, exactement. Parler de pays, ça va être très très long, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et justement, l'Algérie, je reviendrai à la fin de la rubrique, on a des avantages. On a beaucoup d'avantages par rapport au reste des pays du monde. Donc voilà, donc on consomme de plus en plus. Les stocks de matière en matière fossile s'épuisent de plus en plus. Et puis même si on trouve de nouveaux gisements, comme la découverte là je parle d'Algérie, d'un gisement à Skikda, un énorme gisement de gaz naturel. Donc carrément Skikda qui est assise sur du gaz naturel. Eh bien... ce sont des gisements qui sont plus profonds, forcément, parce qu'on ne les a pas tout de suite vus. Donc, on dépense de l'énergie pour les extraire. Donc, source énergie, pollution, donc répercussions sur le climat, changement climatique, etc. Et puis, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de métaux dans la nature en ce moment. Les métaux qui sont une source, font partie de la famille des ressources non renouvelables. Tout à fait. C'est ça. Et il y a les métaux rares ou critiques, alors qui sont principalement utilisés pour fabriquer des téléphones portables, des smartphones, qu'on utilise que tout le monde a. Donc ce sont des métaux qui sont présents en très petite quantité dans la nature. Difficiles à extraire. Tout à fait, d'où leur coût. Donc c'est des matériaux très coûteux, qui dit rareté, dit cherté forcément. Et puis difficiles à extraire. Et pourtant, on les retrouve dans quasiment tous nos produits électroniques, à savoir nos smartphones, nos écrans plasma, nos laptops, tous les produits électroniques qu'on a chez nous. Et puis, donc, plus les innovations technologiques avancent, plus on va devoir utiliser tous ces matériaux-là. Voilà, donc à savoir, je prends l'exemple du smartphone parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Le smartphone, c'est riche en plusieurs métaux rares, métaux de base comme le cuivre, métaux rares, le lithium, le platine, le palladium, le cobalt, et j'en passe. Et donc, de sa fabrication à sa destruction, il faut savoir qu'un smartphone consomme, en termes d'énergie, ce qu'un avion consomme en énergie
ce qu'un avion parcourt en 57 km. Voilà. Et en termes, si on veut comparer avec la voiture, bien c'est la voiture qui parcourt 87 km. Donc de sa fabrication à sa destruction. C'est énorme en matière. C'est énorme, voilà. Donc on a une petite image pour tout ce qui est pour illustrer l'exemple. Et donc il est plus que nécessaire d'avoir recours à la récupération et au recyclage de ces matériaux-là. Bon, en Algérie, ça ne se fait pas encore, parce qu'il y a à l'étranger, il y a des décharges qui sont spécialisées dans ce genre de produits, dans la récupération. Exactement, c'est quand on a un produit électronique, bien on sait où s'en débarrasser. Quoi en faire après, exactement, là, voilà. en fin de cycle. Donc là, pour l'instant, à notre échelle, on pourrait le vendre, qu'il serve à quelqu'un d'autre. Le léguer à quelqu'un d'autre. Voilà, exactement, le vendre ou le prêter ou le donner carrément aux gens qui n'ont pas les moyens. Voilà, on a aussi l'eau, qui est une ressource... Voilà, vous avez parlé des métaux, mais il y a aussi l'eau qui est un bien précieux et fragile. Et très fragile. Alors, c'est pas pour rien que la Terre, on appelle la planète Terre la planète bleue. Oui. L'eau recouvre plus de 3/4 de la surface de la Terre. Oui. Voilà, donc 97% de cette eau-là est salée, donc impropre à la consommation, à l'utilisation humaine, sauf si on fait recours à la désalisation, le dessalement. Les deux se disent, il me semble. Les deux exactement, j'ai choisi le plus compliqué à dire. Voilà, donc le dessalement de l'eau, mais là encore, il y a tout un procédé, exactement, donc énergie, pollution, etc. Donc bon, on va prendre il y a moins de 1% de cette eau-là. Qu'on peut utiliser directement. Exactement, Ouais. donc c'est pour dire que la quantité n'est pas un problème, mais c'est plutôt la qualité, mais surtout le gaspillage et la répartition de l'eau à travers la planète. Donc on a des régions dans le monde elles ont l'avantage d'être très bien situées géographiquement, avec des conditions de développement hautes. Mais il y en a d'autres qui sont défavorisées, on va dire, par rapport à cette répartition d'eau. En matière de ressources, oui. 2 millions de personnes sont encore sans accès à l'eau potable. Malheureusement, oui, à travers le monde. Exactement. L'eau potable, on parle d'eau potable. Oui. L'eau qui reste là, c'est la principale cause de mortalité dans le monde. Le continent africain, je pense que c'est celui qui est plus touché par les îles, l'Amérique latine aussi, mais surtout le continent africain. Et pourtant, on est entouré, on va dire, de différents océans, de différentes mers. Différentes mers, exactement. Donc, et puis, on a aussi ce problème-là, c'est que les régions qui vont être où la pluviométrie va être importante. Touchées par la sécheresse. Exactement. Les pluies vont être abondantes, mais sur de plus courtes durées. Oui. Donc elles vont forcément manquer d'eau. Et ceux qui sont justement les régions qui sont touchées par la sécheresse, eh bien, ça va être les précipitations vont être de plus en plus rares. C'est ça. Donc voilà, on est en chute libre par rapport aux précipitations à travers c'est mondial. Et le réchauffement climatique, n'arrange pas les choses. Alors, faut-il changer ses comportements, ses habitudes, justement, ou réduire notre consommation en énergie? C'est peut-être la solution de demain. Exactement, et c'est un comportement assez drastique qu'il faut avoir. Donc il faudrait tout d'abord changer notre consommation et notre mode de vie pour économiser les ressources que la Terre nous donne, repenser de manière efficace et durable. De notre mode de consommation, il faudrait qu'il soit efficace et durable. Et puis, si on veut continuer à utiliser nos smartphones, encore une fois, il faudrait penser à avoir recours à des méthodes. Rien que, on va, comme je disais, donner, vendre ou prêter. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sites Internet qui proposent ce genre de plutôt que jeter. Exactement. On a tous un téléphone au fond d'un tiroir. Vaut mieux s'en débarrasser. Le donner, le revendre ou plutôt que de le jeter. Exactement. Il faut optimiser son utilisation, je pense. On revient toujours à l'adaptation d'une utilisation responsable de tout ce qu'on fait au quotidien. Je pense même en matière il faudra repenser toujours aux ressources. Nora a cité les ressources, c'est-à-dire en métaux, les ressources hydrauliques et surtout les ressources en forêt aussi, qui sont les poumons de... Ah oui, les forêts sont très menacées. Plus de 13 millions de... 13 millions d'hectares sont menacés, disparaissent à cause de l'activité humaine. Et évidemment, la première cause, c'est l'agriculture. Donc, l'homme qui déboise, qui détruit des forêts entières pour cultiver des céréales et j'en passe. Consommer encore plus. Aujourd'hui, il faut penser aux énergies renouvelables. Oui, alors les énergies renouvelables, oui, tout ce qui est énergie solaire, énergie éolienne, arrêter le gaspillage, rénover nos immeubles et nos habitations en termes d'énergie, c'est-à-dire essayer de rendre nos habitations moins énergivores, en eau chaude, en chauffage, même en climatisation, que ce soit en été ou en hiver. Donc tout ça, ça va ensemble. Mais il faudrait, justement, quand on a eu un mode de consommation, je reviens encore sur le mode de consommation, parce que développer les énergies renouvelables, c'est quelque chose, mais il faut aller en amont.
Donc, c'est clair. Voilà. Donc il faudrait totalement révolutionner notre mode de consommation. Mode de production être également. décroissant. Alors quand je dis décroissant, c'est réduire, se tenir au strict minimum. Alors c'est compliqué. C'est compliqué, c'est que nous déjà les filles, on a une bonne vingtaine de paires de chaussures. Et encore, chaque tenue a sa paire de chaussures, a sa veste, voilà, on a tout le temps envie d'avoir. C'est propre à l'espèce humaine, aux humains. On est toujours désireux de ce qu'on n'a pas, de ce que l'autre a ou pas. Enfin voilà, et donc il faut savoir que on a un système, un mode de consommation assez linéaire. C'est qu'on va de l'extraction à la fabrication du produit, à la consommation, et ensuite on va le jeter. Donc il faudrait revoir tout ça. Il faudrait que ce soit un cercle plutôt qu'une ligne. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est que ce soit un cycle renouvelable. Exactement. Pas un tout à cercle fait. vicieux. Voilà. Il faudrait penser à changer nos modes de production également pour lutter contre les gaspillages. Exactement. Exactement. Donc il faut savoir que chaque geste compte. Pas se dire que moi, mon geste plus le vôtre et plus le sien. Bah non, c'est l'ensemble de ces gestes-là qui vont aider à préserver notre planète Terre. Oui. Et puis, il faut savoir aussi que l'humanité vit à crédit depuis le 29 juillet. Donc, c'est-à-dire qu'on a épuisé, le 29 juillet, on a épuisé toutes nos ressources annuelles naturelles. Oui. Alors qu'on aurait dû les épuiser le 31 décembre. Ça, c'est une moyenne mondiale. Bon, aux États-Unis, ils sont arrivés à la mi-mars. Donc 2 mois et demi. Donc ils ont encore par rapport à leur prévision de consommation de ressources c'est énorme. naturelles. Au Canada, c'est un peu plus. C'est énorme. Voilà, si je prends le mode de consommation américain qui est chaotique, c'est le plus grave à l'heure d'aujourd'hui. Il faudrait 5 planètes Terre pour pouvoir répondre à tous leurs besoins. Donc voilà, on voit dans un foyer, ils ont 3-4 rien que dans leur portefeuille, ils ont 3, 4, 5 cartes de crédit, c'est société de consommation, Et c'est là justement où l'Algérie a un point fort, c'est que on n'a pas encore la culture du supermarché. Alors justement, je parle de gaspillage de consommation à notre échelle, à l'échelle humaine. C'est qu'on n'a pas encore cette culture-là, c'est que quand on va faire nos courses, on ne pense pas directement à aller dans un grand supermarché. Parce que justement, se diriger vers ce genre de marque, de supermarché, de grande surface, je cherchais le mot, eh bien, on est tenté, je veux acheter des œufs et des légumes, je ne sais pas, je vais me retrouver avec des chaussettes, des yaourts de toutes sortes. Oui. Voilà, donc on se retrouve avec un tas de trucs caddie, dont on n'a pas forcément besoin. Exactement, donc favoriser justement les achats au niveau des commerces de proximité. En plus, comme je dis proximité, donc c'est à proximité, on n'a pas à prendre la voiture, on se déplace à pied, donc moins de pollution, etc. Et puis, il y a aussi la voiture électrique, le véhicule électrique. Alors justement, la voiture électrique, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ça pollue. Alors c'est vrai que ça pollue pas l'air, ça rend service, etc. Mais pour la mettre en service déjà. Exactement. Alors quand on arrive à la maison, on la met dans le garage, on la charge. Oui. L'énergie qu'on dépense pour la charger, eh bien, elle vient d'où ? Ben voilà, pour nous, notre cas en Algérie, elle vient du gaz. Oui. Pour extraire le gaz, voilà, ça demande de l'énergie. Alors c'est vrai qu'à court terme, ça ne pollue pas. C'est qu'on ne respire pas les pots d'échappement, etc. Mais on pollue quelque part. L'énergie, elle est dépensée quelque part. Voilà. En France, ils ont recours au nucléaire, donc avec l'uranium. Dans d'autres pays, chaque pays a sa propre source principale. Nous, c'est 98% de l'électricité qui est produite à partir du gaz. D'un côté, ça a du bien d'être un pays en voie de développement, étant donné qu'on ne va pas tomber sur les fléaux que connaissent certains pays développés, et qu'on a aussi un peu de marge de manœuvre justement pour faire ça. On parle de décroissance. Voilà. Merci en tout cas, merci les amis. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était très court, on a beaucoup de choses à dire. Mais c'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup Noël. Merci à vous Nafa. Merci Soumaï. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine, lundi et mardi prochain. Bi'idnillah. D'ici là, restez fidèles à nos programmes, restez branchés sur Canal Algérie. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, comme j'aime le dire, gardez le sourire, c'est important. Salam.